révolution. La révolution, c'est quoi? C'est une rupture épistémologique avec ce qui existe et qui ne respecte pas évidemment les règles du système mis en place. Ça veut dire une grande révolution tunisienne est possible. Et là, je vous parle d'une autre révolution, pas une révolution de l'opposition finalement. On peut avoir une révolution sociale globale de la Tunisie pauvre, les martyrs de la révolution tunisienne, les blessés de la révolution tunisienne, à 99% sont soit chômeurs, soit ouvriers. Est-ce que je peux vous demander quels sont vos griefs, si griefs il y a, que vous pourrez reprocher à la classe politique tunisienne, pouvoir et opposition réunis? Cette révolution magnifique, sociale, tunisienne, qui a parlé du travail, qui a parlé de la pauvreté déclenchée dans les zones les plus pauvres, s'est trouvée confisquée par des élites professionnelles, des politiciens, comme tout le monde, qui ont les moyens de la mobilisation, de l'organisation, qui ont des moyens matériels afin de dominer le paysage politique ou médiatique, mais qui se trouvent aussi loin de cette révolution sociale. Je donne à titre d'exemple, le Tunisien s'est révolté contre Ben Ali parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'arrive pas à résister contre la cherté de la vie. Ces jeunes et ces gens totalement oubliés par la nomenclatura, soit l'opposition au gouvernement, évidemment, ils sont en train de surveiller la donne et probablement, à mon avis, ils vont aussi dire leurs mots, pas aujourd'hui, mais dès le mois de novembre, décembre, janvier. Ce sont les 3 mois, historiquement parlant en Tunisie, qui déclenchent les révolutions et qui résistent les révolutions. Oui, mais pensez-vous que l'expérience suisse peut être transposée en Tunisie? Le pays est-il prêt pour ça? Et dans quelle mesure peut-elle réussir, Sirias? Dès le début de la révolution tunisienne, comme je dis en tant que politologue spécialiste de la révolution, j'ai compris le slogan de la révolution tunisienne. Travail, liberté, dignité nationale. Cela veut dire que la donne sociale doit primer sur tout le processus. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est à 99% des débats politiques dans les plateaux de télé en Tunisie, entre opposition et gens au pouvoir, c'est qu'ils ne parlent que de la politique et de l'idéologie, parfois de la religion. Mais c'est rare et très rare qu'ils parlent de l'économie, du processus économique, des choix économiques en Tunisie. On a compris que la Troïka a choisi l'économie de marché, a choisi d'appliquer les conseils du Fonds monétaire mondial. Donc il n'y a aucun changement économique et social par rapport au régime de Ben Ali, puisqu'ils sont les mêmes choix. Aujourd'hui, donc, on est dans la crise sociale, économique. Mais pour la crise politique, évidemment, il y a toujours une solution. Moi, je pensais à la solution suisse, helvétique, c'est la formule magique. Moi, je vous parle maintenant de Genève. En 1936, l'armée suisse a tiré contre des manifestants suisses à Genève. Elle a tué des dizaines. Donc, après toutes ces déchirures, les Suisses ont dit, on va créer la formule magique. Ça veut dire les 5 grands partis politiques au pays, contradictoires de gauche ou de centre de droite, ils vont gouverner ensemble. Et depuis 60 ans, cette formule magique fonctionne. Pourquoi? Pour s'occuper d'autre chose que les conflits pour le pouvoir. Pensez-vous dans ce cas-là qu'il est possible de faire ce dont vous venez de parler tout en tenant compte des doléances de la rue? Je pense que c'est la seule solution qui pourrait exister en Tunisie, parce que si on voit la donne autrement, ça veut dire nada est dans l'opposition et l'opposition est au pouvoir. Mais on va voir toujours le même problème. On va voir des grèves, mais de l'autre côté, on va voir des manifestations, mais de l'autre côté. Et donc, il n'y aura jamais une résolution continue et définitive des problèmes. On va voir toujours la même situation. Donc, pourquoi pas on ne pose pas cette question, une formule magique qui regroupe les 5-6 partis. Aujourd'hui, sérieusement, en Tunisie, on peut parler de 3 grandes formations, le Front populaire, Nida, Tunis et Nahda. Donc les autres petits partis peuvent encore se regrouper. Et après, on construit cette formule magique, on gouverne ensemble jusqu'à la stabilisation du pays. Peut-être cette formule magique pourrait prendre même un siècle en Tunisie, mais aussi à condition d'avoir le minimum de consensus, à condition de respecter la révolution tunisienne, de respecter la révolution sociale en Tunisie. Dès le début, j'ai dit il faut que la Tunisie déclenche le processus de l'État-providence, le welfare state. Ça veut dire c'est un contrat social entre les citoyens tunisiens et son État. Personne ne doit crever de faim, personne ne doit rester sans médicaments, personne ne doit rester sans logement. C'est un contrat social entre l'État et ses citoyens. Les gens de la rue, les révolutionnaires tunisiens,
Tunisiens ont crié travail. C'est le premier mot, travail. Donc le travail doit être garanti par l'État. L'économie de marché ne fonctionne pas dans le tiers-monde. On l'a répété 1000 fois. Il ne faut pas écouter le Fonds monétaire international. Au minimum, on choisit le capitalisme à l'européen, le capitalisme pour l'Europe occidentale, aujourd'hui en Suisse, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Ce contrat social protège les pauvres, protège les chômeurs, protège une catégorie sociale qui est devenue très grande en Tunisie. N'oublions pas aussi ce qui se passe actuellement en Tunisie, c'est la destruction de la classe moyenne. La classe moyenne tunisienne est en train de perdre son pouvoir d'achat, ce qui veut dire que la démocratie ne peut pas être debout, ne peut pas fonctionner sans passer par la classe moyenne. La classe moyenne doit représenter au moins 80% de la population pour qu'une démocratie fonctionne. Sinon, c'est le chaos total économique, social et politique. Riyad, comme vous le savez, l'UGTT, après avoir épuisé ses initiatives dans le cadre du quartet, a décidé de mettre en œuvre toutes les formes de protestation civile et pacifique pour faire pression sur la Troïka. Qu'en pensez-vous? Le GTT en Tunisie, c'est la colonne vertébrale de contre-pouvoir de l'État social en Tunisie. C'est l'organisation qui a dit non à Bourguiba, qui a dit non à Ben Ali, qui a toujours défendu la classe moyenne et pauvre en Tunisie. Elle a son mot à dire, donc il faut la respecter. Le processus est clair, c'est pacifique. Et rappelons-le, les gouvernements peuvent chuter de cette façon pacifique. Les gouvernements ne sont pas sacrés. L'État sont sacrés, le régime démocratique républicain est sacré, mais le gouvernement n'est pas sacré. En Grèce, juste pour quelques manifestations, le gouvernement a présenté sa démission. Je veux dire, les années 80 en Italie, tous les 2-3 mois, les gouvernements chutent, ils sont remplacés par d'autres pour essayer d'autres tentatives. Donc, puisqu'il n'y a pas un consensus sur ce gouvernement, donc il n'y aura pas un processus démocrate en Tunisie. Ce ne sont pas les urnes qui sont sacrées, mais c'est le compromis qui est sacré. Donc, à mon avis, le gouvernement doit présenter sa démission le plus vite possible et passer à un autre gouvernement de coalition nationale ou neutre qui pourrait aussi organiser des élections libres et démocratiques, parce qu'aussi on a une crise de confiance entre les partis politiques et surtout, je répète, la Tunisie, depuis le 14 janvier ou depuis peut-être toujours, depuis l'indépendance, est en train de vivre avec un tiers de démocratie. Ça veut dire la démocratie commence par le bas vers le haut. Ça veut dire le gouverneur doit être élu, El Mohamed doit être élu, El Hamd doit être élu. Vous êtes également porteur d'une initiative qui traite de démocratie locale, je pense. Pouvez-vous nous en dire plus et pensez-vous qu'elle soit viable en Tunisie actuellement? Absolument. J'étais à Fas El Maqal et j'ai dit voilà, c'est simple. En tant que politologue, en tant que démocrate qui vit dans une société démocratique et la Suisse, je pourrais comparer, je pourrais trouver ces solutions. Et il faut premièrement la démocratie locale, il faut élire les Mohamed, les Wali et l'Amda. Deuxièmement, il faut un compromis national. La déchirure mortelle, là, elle ne peut pas passer. Cette haine entre les partis politiques, entre les idéologies, ça ne peut pas être passé. Il faut donc un compromis, une unité nationale. Et troisièmement, et c'est très important, il faut l'État-providence, l'État social, le welfare state. Les riches doivent donner de l'argent à l'État et l'État redistribue cette fortune vers les pauvres. Parce que nos jeunes pauvres tombent dans le terrorisme, nos jeunes pauvres tombent dans l'immigration illégale et humiliante même. Nos jeunes pauvres tombent dans la drogue, dans la délinquance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un État social, parce qu'il n'y a pas un État-providence qui peuvent protéger ces jeunes. Riyad Sidaoui, est-il encore possible de s'entretenir pour entretenir l'espoir et rapprocher les points de vue des uns et des autres pour les amener autour d'une même table? Jusqu'à quand? Jusqu'à quelle limite les Tunisiens peuvent-ils encore attendre, eux qui sont là d'attendre encore et qui ont perdu confiance dans la classe politique? Peut-on encore parler d'espoir? L'espoir est toujours présent. La Tunisie, c'est un pays distingué dans le monde arabe par son système éducatif. Personnellement, quand je suis venu à Genève en 1994, je me suis trouvé à l'aise à l'Université de Genève parce que je connais Hegel, Kant, Montesquieu, comme je connais la philosophie islamique, etc. Pourquoi? Parce qu'on a eu un système éducatif assez fort et rationnel. On a eu une tradition électorale aussi au sein du conseil des classes, à l'université, dans les lycées, à l'UGTT, etc. Donc c'est une société civile
qui pourrait vraiment trouver des solutions et qui pourrait donner l'exemple pour le monde arabe, l'exemple d'une démocratie. Un Saoudien vient de m'envoyer un message via Twitter, il m'a dit: vous êtes notre espoir, vous êtes notre espoir, vous êtes notre modèle, la Tunisie. Protégez votre démocratie, parce que dès que la démocratie tunisienne fonctionne, le reste du monde arabe va suivre, sinon c'est le contraire. Je rappelle aussi qu'il y a certains États arabes qui veulent détruire notre démocratie, qui ne veulent pas voir les urnes. Des pays arabes qui empêchent leurs citoyens de voir les urnes qu'à la télé. L'exemple du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Donc on est l'espoir pour les Tunisiens et pour tout le monde arabe. Merci Riyad Sidaoui d'avoir été avec nous ce matin depuis Genève, chers auditeurs. À la semaine prochaine avec un autre invité de la rédaction et un autre thème. Bonne journée.